Nous sommes ravis de vous présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Merci à tous et toutes d'avoir pris le temps de partager ces informations importantes aujourd'hui. Nous avons beaucoup de contenu à couvrir aujourd'hui, alors n'hésitez pas à visiter notre site web pour lire leur biographie complète. Alors, nous avons Teresa Atkinson. L'aventure rénale de Teresa a commencé par un accident. À 22 ans, ses reins sont tombés en panne sans aucun signe avant-coureur. Elle s'est réveillée à l'unité des soins intensifs déjà sous dialyse péritonéale, le DP. Teresa a survécu plusieurs années en dialyse qu'avec une greffe réussie, elle a subi toutes les formes de traitement disponibles, y compris l'ADP, l'hémodialyse, et entre autres. Après 17 ans, elle vit avec la troisième transplantation. Teresa a lutté contre l'anémie tout au long de son parcours rénal de 35 ans et même après une transplantation, l'anémie reste un problème permanent. Le docteur Dan Martinson. Le docteur Martinson a obtenu son diplôme de l'Université de la Colombie-Britannique, puis a fait sa résidence à l'hôpital Lionsgate de North Vancouver et a obtenu son doctorat en pharmacie à l'Université de Washington. Il s'est impliqué dans le programme rénal de l'hôpital Royal Jubilee de Victoria et préside le comité de la pharmacie et du formulaire de BC Real depuis 2001. Il a participé à de nombreux projets qui ont donné lieu à des présentations lors des conférences, des affiches, des publications, entre autres. Il a reçu des prix du BC Real pour sa contribution exceptionnelle aux soins des personnes atteintes d'une maladie rénale chronique. Il est également membre de la Société canadienne des pharmaciens d'hôpitaux. Ses principaux intérêts sont l'amélioration des résultats pour des coûts identiques ou réduits au niveau des patients de la population. Nous avons le Dr Richard présent aussi. Le Dr Darren Richard a obtenu son doctorat en pharmacologie de l'Université de Sherbrooke et son postdoctorat en biologie cellulaire de l'Université de Nice, France. Chercheur au Centre de recherche du CHU du Québec à Québec depuis 2001, le Dr Richard est professeur titulaire à la Faculté de médecine à l'Université de Laval. Son domaine de recherche concerne la détection de l'oxygène, la signalisation hypoxique et leur rôle dans le cancer, les troubles rénaux et les maladies cardiovasculaires. Boursier du Fonds de recherche du Québec, de Santé FRQS et des Instituts de recherche en santé du Canada, le Dr Richard a participé de nombreux comités scientifiques nationaux et internationaux. Le Dr Richard est actuellement directeur du programme des sciences biomédicales de l'Université de Laval. Teresa, alors bonjour à tous, je m'appelle Teresa, je suis une patiente qui a été atteinte du rein pendant 35 ans. Alors, je vais juste vous partager un petit peu plus par moi. Alors, j'ai été élevée par un père américain, une femme canadienne. Je suis l'aînée de deux sœurs. Et il y avait seulement 3 ans de différence entre moi-même et ma sœur. Et un petit frère qui est apparu de surprise plus tard dans la vie. Alors, j'ai eu une très belle jeunesse et j'étais la petite fille de papa et un petit garçon aussi. Alors, lorsque mon père et mon grand-père étaient des pêcheurs, on passait l'été en train de faire la passe. Ici, alors, les médecins étaient seulement pour les urgences et j'ai appris d'être autosuffisante et j'ai appris à subir les différentes conséquences. Puis, on a passé beaucoup de temps dans l'État de Washington et le Canada, c'était la deuxième maison. Puis, on a passé plusieurs vacances avec les différents membres de la famille maternelle. Alors, en tant que jeune femme qui avait juste terminé ses études universitaires, je suis déménagée à Vancouver et j'ai eu le privilège de déménager à l'intérieur de la province et maintenant je vis et je joue dans le territoire non cédé traditionnel de les Silox. Mon mari et moi, on a élevé leur fille et on a eu 4 petits-enfants. Alors, je me suis portée volontaire avec la Fondation du Rein pendant 25 ans déjà. Et comme je vis avec une insuffisance rénale chronique et c'est une passion de pouvoir sensibiliser la communauté, de pouvoir connecter les gens et justement de pouvoir bâtir ces liens avec la collectivité. Ça m'a aidé justement à passer à travers cette maladie. Alors, je suis professionnelle gestion de projet. Alors, je travaille justement avec les succursales de la Fondation du Rein en tant que coordinateur de projet. Alors, maintenant, je vais vous raconter mon histoire et qu'est-ce que ça veut dire vivre avec
avec une maladie du rein et l'anémie. Alors, est-ce que vous avez déjà perdu votre soupe et vous avez besoin de vous asseoir? Et c'est exactement qu'est-ce que c'est d'être atteint de l'anémie. Il y a des jours qui sont meilleurs que les autres, c'est toujours en train d'évoluer. Mais alors, Lydia a parlé justement de mon parcours, que j'ai eu un accident je me suis réveillée dans l'hôpital. Alors, je vais sauter cette partie. Mais il y avait pas mal d'historiques de maladies du rein de ma famille. Alors, je connaissais personne qui était atteint de cette maladie. Alors, j'avais une personne qui avait j'avais de la haute pression, puis ça s'est amené que justement que mes reins ne fonctionnent pas. Alors, je l'avais au médecin, puis ils avaient testé les différents tests et ils ne comprenaient pas justement comment que c'était l'élément clé de pouvoir gérer toute la tension artérielle. On parle des années 80, l'année 84. Alors, dès que j'étais stabilisée, comme certains d'entre vous, sachez, il y a différents éléments que vous devez apprendre lorsque vous êtes quelqu'un qui est atteint d'une maladie rénale. Alors, il faut avoir une diète qui est bas en sodium, entre autres. Alors, il faut gérer, par exemple, toutes les questions de la tension artérielle. J'ai besoin de limiter des poids lourds. Je ne pouvais pas nager parce que je portais un tube PD. Alors, cela, c'est un ajustement, mais ça, c'est quelque chose que je pouvais vivre avec. Je n'étais pas au courant à l'époque. Maintenant, j'étais atteinte de l'anémie. Alors maintenant, j'étais capable de vivre une vie assez normale. Mais je devais prendre des pauses, fallait que je prenne des tests en après-midi. J'étais toujours fatiguée. Je pouvais passer à travers tout un film sans m'endormir. Et je croyais que j'étais en train de travailler sans cesse. Parce que mais c'était un travail physique. C'était d'être en train de travailler 18 heures sans cesse. Et à l'époque, on n'avait pas l'hypo qui était disponible jusqu'en 1996. Alors, le seul traitement pour l'anémie qui existait, c'était une transfusion sanguine. Et alors, comme j'étais jeune à l'époque et sur la liste des transplantations, justement, il ne va pas m'en offrir une parce que ça allait créer des anticorps et ça allait prolonger mon attente pour un rein. Alors, comme j'étais une patiente jeune, ça se peut que j'aurais eu besoin de plus d'un rein. Et ça, c'était quelque chose que je n'étais pas au courant et que j'allais seulement apprendre plus tard dans mon parcours avec cette maladie. Alors qu'une fois plus tard, ce médicament, ça a amélioré ma qualité de vie. Oui, j'avais toujours des problématiques avec l'anémie, que mes niveaux de fer étaient faibles et je ne voulais pas prendre des suppléments. Puis alors, je ne voulais pas prendre, par exemple, un traitement, mais c'était juste à l'époque que je ne connaissais pas les différentes options, puis j'étais ignorante. Et je me rappelais que justement que je pouvais vivre avec la maladie rénale et attendre, juste attendre que je pouvais recevoir une transplantation. Mais plus tard, mon mari, et on était en train de terminer notre souper, puis puis j'ai reçu un appel, puis il me disait qu'ils avaient un rein pour moi, puis ils m'ont dit si je pouvais aller à l'hôpital. Oui, j'étais ravie, et là, c'est fantastique. C'était la fin de ma tante. Mais lorsque je me présentais à l'hôpital, ils m'ont entraîné sur le bloc opératoire quelques heures plus tard. Malheureusement, lorsque je me suis réveillée, je ne me sentais pas mieux. Puis ce rein n'a jamais vraiment fonctionné, mais il y avait plein de complications, puis j'étais de nouveau sous le dialyse. Alors, à ce moment-là, je me suis rendu compte que la transplantation, c'était pas une solution, c'était vrai. Alors, j'allais attendre quelques années avant pour une deuxième opportunité. Alors, malheureusement, ma condition a empiré. J'étais à l'hôpital, l'équipe ne comprenait pas ce qui m'arrivait. Puis il me demandait quel jour est-il. Je pensais dans ma tête, je pense que c'est mardi. Et j'essaie de me concentrer. Et ben, peut-être, je disais, c'est samedi. Alors, je savais que j'avais tort, mais c'était justement un symptôme de l'anémie. Je crois que c'était un moment les plus frayeux de mon parcours avec la maladie. Alors, ma soeur a proposé de se tester parce que je n'allais pas bien. Alors, je trouvais ça difficile d'accepter le fait de recevoir son rein parce qu'elle était plus jeune, elle n'avait pas eu d'heure de famille. Puis
et je m'inquiétais pour sa santé ou celle d'un neveu ou une nièce. Et finalement, elle m'a dit, je ne suis pas en train de vous dire, je suis pas en train d'offrir mon rein pour toi. Je suis en train de le faire pour moi parce que je veux que ma soeur soit de retour. Ça m'a convaincue de faire cette opération. Alors, j'ai accepté son offre et je me suis réveillée suite à l'opération. Son rein a fonctionné de manière instantanée. J'avais faim. Alors, c'était la première fois que j'ai dans mon parcours avec la maladie que je n'étais pas en train de lutter contre l'anémie. Pour parenthèse, ma soeur a eu 2 neveux, mais à la deuxième, suite à sa deuxième grossesse, elle a dû prendre un petit peu de repos, mais il n'y avait pas d'autres contraintes suite à son don. Mais il n'y a pas un seul jour qui passe que je ne m'inquiète pas que j'aurais pu faire quelque chose pour perdre son rein. Alors, justement, elle était en train de faire un petit voyage aussi à Londres, mais j'ai tombé malade. Je ne pouvais pas prendre mes médicaments parce que justement, puis c'est un élément clé. Alors, je suis allée directement à l'hôpital et ils m'ont confirmé que je suis en train de rejeter les médicaments. Alors, mais cependant, ma soeur, elle était vraiment une pipite d'or. La seule chose qu'elle m'a dit lorsque j'ai perdu son rein, est-ce que la recherche a fait suffisamment pour couper mon autre rein en 2? Et à l'âge de 13-6 ans, ils ont pris les 2 reins transplantés pour pouvoir assimiler les médicaments. Et je croyais que c'était la fin de mes options en tant que transplantation. Alors, par exemple, j'ai essayé de retourner à différentes solutions, mais j'avais d'autres problèmes. Alors, il fallait que je commence la chimio. J'ai toujours dit que j'allais faire seulement si j'étais mort. Et lorsque j'étais forcée et la seule option que vous avez, c'est la mort, j'ai décidé de prendre la chimio. Alors, ça veut dire que je ne pouvais pas être à l'extérieur avec ma famille quelque part. J'ai perdu mon indépendance, mon contrôle et de pouvoir gérer ma propre dialyse et ma propre horaire. C'est une transition très difficile pour moi. De plus, j'ai des veines très petites et dans chaque essai de pouvoir utiliser les traitements, ça n'a pas fonctionné, mais justement que, par exemple, les greffes ne sont pas instantanées. Ça a pris plusieurs reprises pour pouvoir me brancher à la dialyse. Alors, ça n'allait pas bien. J'étais prête à dire c'était assez. Et quand j'ai proposé que je le fasse moi-même, que j'utilise l'aiguille moi-même, comment j'allais prendre de faire l'intraveineuse tout seul? Alors, au début, je n'étais pas capable, mais par la suite, j'ai appris. Et ça, c'est une des meilleures décisions que j'ai faites pour ma survie à long terme. Ça m'a redonné mon contrôle. Le faire vous-même, ce n'est pas aussi douloureux alors, parce que vous êtes capable d'arrêter. Cependant, alors, la chimio, ça ne fonctionnait pas pour moi. Une fois qu'ils avaient enlevé les reins transplantés, je n'allais pas à la toilette. Alors, j'avais besoin de plus de dialyse et j'avais peur justement que je n'allais pas rester en vie très longtemps à cette cadence. Alors, il y avait justement des suppléments de fer par aiguille, mais à cause de mes greffes, je ne pouvais pas augmenter mes niveaux d'hémoglobine et alors, je gardais mes hémoglobines juste en dessous de 100. Ça, c'était beaucoup plus difficile à gérer. Maintenant, je suis fatiguée et c'est difficile pour que je puisse respirer. Il fallait que je programme plusieurs pauses, décortiquer mes projets dans différents blocs au lieu de passer l'aspirateur dans toute la maison. Là, je fais une pièce à la fois et je prends des pauses entre chaque pièce. Mais ça, c'était correct. La partie difficile, alors même si j'avais des plans, il fallait que je les annuler parce que j'étais simplement trop fatiguée. J'avais plus d'énergie et lorsque c'était le moment de me
me rassembler avec des amis ou la famille, mais ma famille m'appuyait. Mais j'ai appris justement de garder les niveaux de fer élevés. Ça, c'est quelque chose d'important pour pouvoir lutter contre l'anémie. Et l'hypo, c'est un gros élément. Et par exemple, cuisiner dans une poêle en fonte, ça aide beaucoup. Et justement, comment je peux avoir l'énergie pour aller jouer au quai? Et parce que je n'étais pas capable de passer le balai. Alors, j'ai dit que vous avez une limite. Vous avez justement l'approvisionnement est limité, puis il faut apprendre à le gérer. Juste comme ses projets, c'est comme ses finances. Alors, elle avait compris comme ça. Alors, j'avais perdu l'espoir. Et justement, qu'ils ont lancé un programme qui s'appelle Nocturnal Dialysis. Alors, je pouvais prendre cette machine et je pouvais dialyser lorsque j'étais en train de dormir. Ça m'a offert un traitement qui était beaucoup plus arrimé à le fonctionnement d'un rein normal. Et le matin, ils n'étaient même pas au courant que justement que j'avais une insuffisance rénale. Alors, mais il fallait que je maintienne les niveaux d'hémoglobine assez faibles. Alors, mais les choses allaient bien. Mais mon équipe de médecins m'ont convaincu de passer des évaluations chaque 5 ans et je suis allée. Mais on était toujours d'accord que ça fonctionnait Nocturnal, que je devrais attendre, que la recherche allait améliorer les traitements pour les transplantations. Et lorsque j'étais sur la 3e visite, alors parce que j'ai des problèmes avec justement la dialyse, alors au lieu de juste vraiment d'abandonner, j'ai décidé de me mettre sur la liste d'attente pour une rein. Et j'ai aussi les différents. Par exemple, il fallait que j'ai des différentes transfusions sanguines parce qu'à cause des différents niveaux de hémoglobine. Alors, la chance de trouver un rein, c'était 50-50. Alors, j'ai continué à vivre avec la dialyse pendant les prochains 17 ans et à l'âge de 53 ans, 31, après mon accident et 17 ans après d'avoir perdu le rein de ma sœur, j'ai reçu un appel. J'étais une des chanceuses. Il m'avait trouvé un rein et c'était toujours en bonne forme à cause de la dialyse nocturne pour accepter le rein. Et quand j'ai rentré dans le bloc opératoire, j'avais seulement de l'espoir et je savais qu'ils allaient faire tout le possible pour s'assurer que le rein allait fonctionner. Ils ont lancé des médicaments. Il y a eu des complications, c'est certes. Il y avait, par exemple, la dialyse, mais tout d'un coup, le rein a commencé à fonctionner, mais ça me permet d'être en vie. Mais je continue à avoir des problèmes d'anémie avec ce rein. Alors, j'ai pris des injections. Ils croyaient que le rein commencerait à fonctionner, mais ça fait faire déjà 5 ans que je suis rein. Et ça, juste à ça, c'est le taux d'hémoglobine. Et j'ai trouvé que justement, des petits exercices, tout d'un coup, ça me permet de maintenir la résistance. Mais ça prend plus de temps pour moi de faire l'exercice que si je me compare aux autres. Mais je partage mon histoire parce que maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais faire, c'est justement, j'aimerais voir avec mon équipe de médecins si je peux avoir les injections hypo et voir si je peux récupérer mes niveaux d'énergie parce que cette maladie m'a appris que la vie est trop précieuse parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer demain. Et ça se peut que vous avez des capacités ou des compétences qu'on vous donne un jour et que le jour après, c'est enlevé. Alors, lorsque vous êtes atteint de cette maladie, vous avez besoin de pivoter et de vivre chaque jour
chaque jour, un jour à la fois. Mais ça, ce n'est pas juste une question de cette maladie, c'est la vie en soi. Alors, merci beaucoup pour m'avoir invité à partager mon histoire. Alors, Dan, alors maintenant, on va parler justement de toute la partie du fer, etc. Alors, merci beaucoup. Alors maintenant, je vais faire un partage d'écran. Alors, merci beaucoup, Teresa, pour cette histoire fort intéressante. Alors, c'est quelque chose que je pourrais jamais représenter. Juste votre parcours incroyable que vous avez vécu. Moi, je vous parle du territoire non cédé des Algonquins, des nations noires qu'on appelle ici Victoria. Alors, j'aimerais vous offrir une opportunité à trouver des réponses à certaines questions que vous pourrez avoir. Et ça va nous offrir une opportunité d'avoir un échange autour de ces questions. Et ça se peut que l'histoire de Teresa vous a fait penser à quelques questions et j'espère que cela va pouvoir entamer une bonne discussion. Alors, je vais parler de l'état actuel du soin et des thérapies en matière d'anémie. Par la suite, le Dr. Richard va parler des différents développements qui pourraient avoir lieu à 2022 et des prochaines étapes. Alors, qu'est-ce que l'anémie de la maladie rénale chronique? Et je crois que l'anémie, c'est le diagnostic le plus commun ou le deuxième plus commun dans le monde. La douleur est le premier. L'anémie se présente ou se manifeste dans différentes formes, par exemple, déficience alimentaire, mais l'anémie de la maladie rénale chronique, c'est une maladie spécifique au rein, mais il y a toute une complication qui est amenée par une hormone qui est produite par le rein. Alors, à peu près 90 de cette hormone est produite par ce rein. Alors, les gens qui sont diabète et les gens qui ont plus de 60 ans peuvent le subir plus tôt dans leur vie. Il y a différents types de maladies ou troubles rénaux ou d'insuffisance rénale. Par exemple, la maladie polycystique, ça se peut qu'on est capable de maintenir des certains niveaux. Alors, ça se peut qu'il en demande plus ou moins. Mais c'est quelque chose, les conséquences sont claires. Par exemple, vous allez voir des différents types des douleurs. Vous pouvez avoir des couvertures, des douleurs thoraciques, des vertiges, un rythme cardiaque rapide ou irrégulier. Et tout ça, c'est lié aux organes. Et cela peut se traduire à des douleurs, des maux de tête, des problèmes de concentration. Alors, pour avoir cette qualité de vie, et n'est pas assurée pour l'anémie qui n'est pas traitée ou sous-traitée. Alors, l'anémie est un état dans lequel à l'hormone qui est produite lorsqu'on perd les fonctions du rein. Alors, qu'est-ce que mon équipe de rein ou de médecins examine? Alors, on regarde justement qu'il y a moins de globules rouges et l'anémie survient pour différentes raisons. Mais l'hémoglobine, juste pour vous donner une idée, ça c'est la molécule, la protéine qui est liée au fer pour transporter l'oxygène des globules rouges, des poumons vers le reste de votre corps. Alors, nous effectuons des analyses d'analyse sanguine pour surveiller cela. Et avec l'hémoglobine, on est capable de voir si vos tissus organes risquent de ne pas recevoir assez d'oxygène pour fonctionner correctement. Mais pour la IRC, il y a trois
il y a 3 chiffres de sang qu'on regarde. Alors, l'hémoglobine, alors la capacité de transporter l'oxygène, alors la ferratine, alors ça, c'est quelque chose qui est stocké dans votre corps. Alors, ça, c'est quelque chose, je savais que c'est qu'on appelle le test AT. Alors, ça, c'est vraiment qu'est-ce que le corps stocke en matière de ferratinose. Et le TSAT, c'est de pouvoir, c'est à pouvoir enlever ou de pouvoir assimiler le fer dans le corps. Alors, vous avez besoin des bons stockages et il y a besoin d'être capable de déploser et de déplacer, de mobiliser le fer partout dans le corps. Alors, ça, c'est 3 des facteurs qu'on regarde. Et la nutrition joue un rôle important pour traiter l'anémie ou maintenir une bonne santé. Alors, on va regarder aussi les taux de vitamine B12 et de folate et de les reconstituer. Et normalement, il va des multivitamines qui seront préparées, qui vont être données en ordonnance. Raplovite, c'est vraiment des vitamines d'eau qui peuvent être perdues pendant la dialyse ou peut-être que votre alimentation n'est pas complète. Alors, on a parlé justement, ou intéressant à parler pourquoi moi, ou qu'est-ce qu'on peut s'attendre. Alors, si votre maladie rénale s'aggrave, le risque d'anémie augmente. Alors, la plupart des gens dont la fonction rénale est inférieure à 15 va avoir ce qu'on appelle le IGFR. Ça, c'est justement, c'est inférieur à 15 sont anémiques. On est en train de regarder toutes les personnes qui sont atteintes d'anémie. On voit ces points communs. Et on va aussi voir que plus d'une personne que sur 7 souffrant d'une maladie rénale et anémique. Alors aussi, les gens qui sont sur dialyse, on doit les traiter, que ce soit avec le fer ou le produit arthropoïétine. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Alors, on est de votre côté, puis on veut vous aider à atteindre une qualité de vie, d'améliorer la livraison d'oxygène à vos organes et vos tissus. Et toute c'est important de savoir que la perte de sang, la malnutrition, l'infection, l'inflammation peuvent également aggraver l'anémie, doivent être traités. Ça se peut aussi que les différents types de cancers peuvent empirer votre santé, votre anémie, votre santé en bout de ligne. Alors, on va vous présenter avec diverses thérapies et stratégies pour traiter l'anémie. J'ai vu à travers les réponses du sondage, je vois que vous êtes en train de recevoir un genre de traitement. Alors, on va examiner cela. Et très tôt dans la maladie, on va traiter la maladie avec différentes options basées sur les fers. Alors, comme Teresa a mentionné, elle disait qu'elle ne tolérait pas justement les suppléments de fer. Alors, il y a d'autres options qui existent. Alors, ça se peut qu'il y ait des options qui vont fonctionner pour vous. En général, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est on va commencer avec la pastille avec le plus haut contenu de fer avec le coût le plus bas. Alors, par exemple, on va utiliser quelque chose du sulfate. Alors, par exemple, il y a d'autres types de fer ou d'autres niveaux de fer. Et il y a toute la partie qui a une incidence sur son système digestif. Et c'est justement, c'est lié au fer. Alors, le fait que vous avez plus de fer élémentaire dans votre système, vous allez subir les effets secondaires. On a aussi l'affaire de la pastille de fer qui est aussi disponible. C'est quelque chose qui peut être assimilé par le corps. Alors, ça, c'est du sel. Alors, c'est quelque chose qu'on appelle aussi le fumarate
ferreux générique de 300 mg. Alors, il y a différents types d'utiliser un protecteur pour l'estomac, mais avec ces genres de complexes, non seulement qu'ils réduisent les effets secondaires du fer, mais ça réduit aussi le contenu de sel. Alors, ils sont normalement plus chers et ils ne nous offrent aucun bénéfice. Alors, on pourrait utiliser un taux de sel plus bas pour pouvoir obtenir la même quantité de fer de ces comprimés. Alors, comme Teresa a mentionné, alors il peut, par exemple, faire le fer par intraveineuse. Alors, tous les suppléments de fer par voie orale, alors on peut le faire, mais la plupart des gens qui sont en train de recevoir un traitement de dialyse, ils vont devoir recevoir le fer par intraveineuse. Alors, par exemple, il y a d'autres options incluent la sulfiférule, la gluconaférule, le fer, les complexes de fer. Alors, vous pouvez voir de ces noms qu'il y a du sucre inclus dans ces formules. Et dans les métals d'acétate, c'est une manière donc que le fer peut être relâché dans le système plus lentement et on peut faire un profilage de ces fers injectables. Ça se peut qu'on va vous demander aussi d'injecter aussi la érythropoïétine et la darbepoétine. Alors, quelqu'un qui est diabète, qui a besoin de l'insuline. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici, justement? C'est en train de remplacer l'hormone avec l'érythropoïétine que vos reins, normalement, auraient produit. Alors, l'érythropoïétine, c'est une forme humaine et ça, c'est la darbepoétine, ça, c'est quelque chose qui va prolonger les effets. Alors, le premier sera donné une fois par semaine et deux fois la darbepoétine, c'est seulement tous les 2 semaines. Alors, ça, c'est je vous démontrer les différents produits ferreux qui existent sur le marché. Alors, par exemple, vous allez voir qu'il y en a un, par exemple, à 100, le sulfate à 60 et l'infer, c'est à 11 mg. Alors, par exemple, on ne peut pas les comparer aux autres parce que c'est qu'on est en train de comparer des pommes aux oranges. Alors, le MFR, c'est quelque chose qui est plus disponible, absorbé et c'est pour ça que la comprimée est des 11 mg. On peut aussi offrir une sucrose de fer de 1 à 5 mg. Et ça, c'est une dose assez importante. Alors, les établissements le limitent à 300. Alors aussi, toute la partie, le gluconeferreux, c'est comme à 60. Et ce dernier, le plus nouveau, c'est le sulfate ferreux, peut être administré n'importe où. Ils peuvent recevoir des doses de 1000 mm. Alors, cela, qu'est-ce que ça représente? Ça moins de visites aux cliniques, à l'hôpital, parce que ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous déplacer chaque 1 ou 2 mois. Est-ce que les effets secondaires? Alors, le fer oral est sans danger, mais peut provoquer des effets secondaires que des maux et des douleurs d'estomac, une constipation, une diarrhée, des nausées, des vomissements. Alors, si on est capable de minimiser ces effets secondaires, ah oui, alors même si c'est sans danger, ça dépend tout de la dose. Alors, par exemple, vous avez 100 mg et problématique, par exemple, on peut utiliser une autre combinaison. Alors, les comprimés sont conçus de manière qu'on ne peut pas être capable de les diviser. Alors, on va utiliser le sel qu'on utilise. Alors, les fers interveineux,
sont bien tolérés. Alors, il y a quelques personnes qui ont des effets secondaires qui ne sont pas très agréables. Alors, on surveille pour cela. Alors, ces différents euh, effets secondaires comprennent, par exemple, des nausées, des crampes, des vertiges. Alors, on veut s'assurer que les gens se lèvent doucement, des éruptions cutanées, des problèmes de respiration, des gonflements du visage. Et c'est des symptômes qui deviennent plus et plus rares, mais on surveille pour ces effets secondaires. Il y a quelques éléments qu'on peut faire. On peut, par exemple, on peut utiliser un autre type de fer intraveineux. Mais c'est, par exemple, si vous avez des maux de tête ou, par exemple, vous avez des éruptions cutanées, alors on va vous offrir le Benadryl pour pouvoir traiter les éruptions cutanées ou le Tylenol pour aider avec des crampes. Alors, il y a différentes solutions que vous pouvez entamer pour pouvoir compenser ces malheurs. Et alors, en général, l'astropocine et la darbopocine sont bien tolérées. Alors, au passé, justement, il y avait une préoccupation en matière de les caillots de sang dans la greffe. Il y a aussi la tension artérielle levée. Alors, vous pouvez voir que justement que le sang va s'épaissir. Or, que ce soit un caillot dans le cathéter ou dans le greffe ou d'autres effets secondaires, on va limiter une hausse dans l'hémoglobine aujourd'hui en utilisant des doses plus petites. Et on a pris davantage sur ces deux médicaments dans ces derniers 30 ans. Alors, on les utilise et les gens qui ne sont pas encore en train de subir un traitement de dialyse, on les utilise avec des doses moins élevées. Alors, comment dois-je prendre les médicaments pour attirer le maximum de bénéfices? Alors, les fers oraux sont idéalement pris à jeun au moment de cocher. Ne prenez pas de calcium. Alors, par exemple, du produit laitier, RCC, d'autres suppléments dans les 2 heures suivantes. Alors, par exemple, si vous prenez des produits laitiers, les noirs, d'autres suppléments, et vous ne pouvez pas le faire. Et la règle, justement, que vous devriez écrire, prendre à l'heure du dodo. Et si vous avez des effets secondaires désagréables, et vous n'avez pas besoin de vivre ça, cela, et on peut étudier d'autres options. Alors, même le café ou le thé noir devrait l'éviter à tout moment, surtout dans les 2 heures qui suivent la prise du fer oral. Alors, on dit qu'on peut arriver à atteindre des pourcentages de 40 avec ces boissons. Alors, je vous invite à ne pas prendre des fers enrobés parce qu'ils réduisent les effets secondaires gastro-intestinaux et aussi, ils sont mal absorbés. Alors, des fois, il faut réduire la quantité de fer. Si vous n'êtes pas capable de prendre ces suppléments, alors parlez-nous pour savoir comment vous allez, quelles solutions on peut vous proposer. Et en même temps, on peut faire une surveillance de vos taux de fer. Alors, une fois que vous avez reçu l'infusion, il faut ralentir pour comprendre comment le fer est en train de vous affecter. Et aussi, prenez le temps d'attendre dans la clinique juste pour voir comment vous allez à vous-même. Alors, les arthropoïétines et de la darpopoïétine se trouvent justement dans une seringue. Dans les seringues, alors il y a différentes quantités pour trouver et utiliser la dose qui fonctionne pour vous. Alors, par exemple,
Alors, il faut s'assurer que tous ces médicaments sont bien réfrigérés et qu'ils ne sont pas laissés à l'extérieur et que la chaîne de refroidissement est bien respectée. Alors, il faut faire attention à cela. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je pourrais faire? Alors, si par exemple, vous avez un diététicien agréé, utilisez-le. Comme Teresa a mentionné, elle a essayé de prendre des suppléments de fer, par exemple le B12 et l'acide folique, c'est des éléments qui peuvent être ajoutés, mais des hauts taux de protéines. Alors, il faut trouver un équilibre et le diététicien va pouvoir vous aider et c'est une bonne ressource à utiliser. Alors aussi, les transfusions sanguines. Alors, son parcours a commencé avant l'arrivée d'autres solutions, mais à l'époque, c'est qu'est-ce qu'on était capable d'offrir, mais on essaie à tout prix de ne pas offrir cela. Et finalement, j'aimerais juste dire, si vous gérez la pression artérielle et vous êtes diabète et d'autres affections qui accélèrent le déclin des rénaux, vous retardez également l'anémie ou les symptômes de l'anémie et empêcher qu'ils s'emparent. Parce que lorsque vos reins arrêtent de fonctionner, vous allez voir une baisse dans les niveaux de vos fers. Alors maintenant, je vais céder la parole à Dr. Darren Richard pour qu'il parle des nouveaux développements et j'ai hâte de répondre à vos questions lorsqu'on revient pour la discussion en panel. Alors, merci beaucoup. Bonjour, Teresa, comment allez-vous? Alors, je voulais juste vous dire, alors, ça fait longtemps que je fais de la recherche et on se perd des fois dans la recherche, on est perdu dans la science. Alors, je voulais juste apprécier grandement votre présentation et qu'est-ce que vous avez passé à travers. Et vous êtes une des raisons pour laquelle je mène cette recherche. Alors, merci beaucoup. Et j'espère qu'il y a des éléments que je vais mentionner aujourd'hui qui vont vous offrir un petit peu d'espoir et répondre à différentes. Je vais pouvoir trouver ces réponses à votre parcours. Alors, merci beaucoup. J'ai hâte à voir cette présentation et voir les avancements que tu es en train de faire. Alors, ça ne fait pas très longtemps. Justement, ça fait 25 ans que je mène ce genre de recherche. Alors, on sait comment ça fonctionne. Alors maintenant, c'est comment on va être capable de le déployer aux patients. Ça prend du temps. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, je travaille sur l'époxy. Ça fait 25 ans que je travaille sur là. Et l'époxy, ça, c'est l'oxygène. Comment on obtient notre oxygène et comment on l'utilise. Alors, on est toujours, lorsqu'on est on est toujours dans les montagnes parce que lorsqu'on fait ces études, on leur donne toujours des noms des montagnes. Alors, ça fait justement, ça reflète la réalité de l'époxy. Alors, j'aimerais juste vous parler un petit peu, c'est quoi l'époxy? Alors c'est vraiment, c'est quoi l'oxygène, l'homostase? Alors, vous savez, qu'est-ce que c'est? Alors, vous savez, la norme oxy, ça, c'est 20 au niveau de la mer, mais les tissus, nos tissus, qu'est-ce qu'ils voient justement? C'est la physoxie. Alors, qu'est-ce qu'on voit justement? C'est lorsqu'on voit que l'époxy, c'est justement que nos niveaux d'oxygène sont sous les seuils de physoxie. Alors, c'est normalement la situation qu'on nous voyons et cela va entamer les situations que vous avez vécues. Alors, c'est de trouver cet équilibre. Comment on va atteindre cet équilibre? Comment on va maintenir cet équilibre? Et je crois, Teresa, ça fait quelques années que vous essayez à faire cela. Alors, pour vous montrer rapidement,
les concepts et je vais essayer de garder ça très simple. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors, comme j'ai mentionné, les tissus ont différents niveaux d'oxygène. C'est très important de regarder les reins. Et pourquoi les reins sont tellement importants pour détecter l'oxygène? Parce que lorsqu'on a des problèmes de reins ou des troubles de reins, on commence à avoir des problèmes avec les niveaux d'oxygène, puis on commence à avoir des troubles d'anémie. Alors, ça, c'est à voir avec cette composante du O2. Alors, vous allez voir justement que ça va justement dans le système, le tract urinaire, et que ça va plus vers le centre du rein. Alors, ce gradient qui est entamé ou causé par la filtration, ça entame ce gradient d'oxygène. Alors, les reins vont nous dire, hey, il y a trop d'oxygène dans notre système et on a besoin de répondre. Alors, par exemple, si vous avez un rein malade, vous allez perdre ses capacités justement de faire cela. Alors, vous allez perdre la fonction de base de votre rein. Alors, c'est la même chose que vous voulez voir ici. Ça, c'est mon poids. Alors, Tania, elle aime, par exemple, monter des montagnes, mais c'est à cause des problèmes. Comme vous pouvez voir ici, lorsqu'elle est en train de monter le Kilimanjaro, alors, la montagne a seulement la moitié de l'oxygène qu'elle a besoin pour respirer. Et puis, elle va réagir à cela. Et pour les réactions sont très semblables aux symptômes de l'anémie. Alors, par exemple, elle a une fréquence cardiaque élevée, elle a une augmentation de la respiration pour pouvoir obtenir l'oxygène qui est là. Il y a la fatigue, les douleurs musculaires et elle a très, très froid puis est en train de perdre de la sensation. Puis on voit qu'elle est blanche. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici? La réaction du corps au fait que le corps n'a pas assez d'oxygène pour fonctionner. Dans ce cas, elle a des bons reins, alors elle est capable de réagir à cela rapidement et de mettre en place les réponses nécessaires pour assurer les niveaux d'oxygène et de survie dans les montagnes. Alors, comment ça fonctionne? Alors, ça fonctionne à travers l'hypo. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Par exemple, les niveaux d'oxygène sont bas. Alors, les reins produisent l'hypo, ça rentre dans votre système, ça s'adhère à votre récepteur qui se trouve sur des précurseurs de globules rouges, des cellules qui deviennent des globules rouges. Alors, on trouve ça dans la moelle osseuse. Alors, tous ces globules rouges, on voit une hausse dans le nombre de globules rouges et par la suite, vous avez plus de globules rouges, vous êtes capable d'arrêter plus d'oxygène et pouvoir entraîner plus d'oxygène à votre système et cela, votre rein est capable de détecter plus d'oxygène. Alors, le système va dire, OK, d'accord, j'ai assez d'oxygène, alors je peux réduire les peaux et j'ai ma bonne réponse. Et les reins peuvent fonctionner. Mais qu'est-ce qui arrive ici avec le IRC, l'insuffisance rénale chronique? On perd la fonction du rein. Vous n'êtes plus capable d'identifier l'oxygène et vous avez des problèmes de produire des peaux, les globules blanches. Alors, tous les symptômes sont très semblants à ce qu'on a mentionné au début ou qu'est-ce que Tania est en train de vivre ici dans cette photo, surtout avec l'hypoxie à une haute altitude. Alors, je ne vais pas en parler davantage, mais vous voulez voir justement que ces symptômes sont en lien à la situation du fait qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Alors, par exemple, on a parlé de l'hypo et de tous les effets, je ne vais pas en parler trop, mais
composés ont été créés pour traiter l'anémie. Ça fonctionne la plupart du temps très bien dans la plupart des patients. Alors, au Canada, on a Ipraxine et Iprax et Ranacep. Alors, il y a aussi des avantages. On en a entendu dès le début, mais aussi des avantages parce que c'est une administration invasive, c'est une gestion de patients complexes, c'est une protéine qui a une durée de vie très limitée. Alors, ça va être très important de pouvoir maintenir la qualité du produit. Le dosage, c'est très important et je sais que des gens comme Dan qui travaillent de manière acharnée pour pouvoir trouver le bon dosage pour les patients. Et il y a d'autres des effets néfastes qui sont hors cible parce que l'hypo, ce n'est pas juste une question d'accroître le nombre des globules rouges, il y a des récepteurs, il y a différents répondeurs. Et les réponses que vous voyez, vous voyez par exemple des troubles inflammatoires, l'hypertension, et même, la progression du cancer. Et aussi, comme vous avez mentionné, l'anémie, c'est beaucoup plus complexe que l'hypo. Alors, vous n'avez jamais un revers de l'anémie. Alors, comment on peut arriver à ce revers? Alors, il faut passer à travers l'hypo. Parce que la réponse se trouve au sein du rein. Alors, il faut passer en amont. Alors, il est en train de produire à travers des facteurs de protéines. Alors, il se trouve au sein des cellules. Alors, ils sont en train d'arriver à l'ADN. Ils sont en train de générer la production de protéines. Et une des protéines principales est le hypo. Alors, on a passé le HIF ici. Alors, le facteur inducible de l'hypoxie, alors HIF en anglais. Et comme j'ai mentionné, ça fait 25 ans que je travaille dans ce secteur, et on a vu que c'était très important, cette notion. Alors, justement, on a reçu, on a été octroyé un prix Nobel. Alors, voici, vous voyez mes collègues, lorsque j'ai commencé à travailler dans ce champ, on était seulement 6 groupes et là, maintenant, on a plusieurs groupes qui sont en train de mener de la recherche. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour expliquer quels sont les HIF, mais c'est vraiment des complexes de protéines. Ils sont très spécifiques dans leur fonction. On peut les trouver dans toutes les cellules. Alors, toutes les cellules ont un complexe HIF. Ils vont répondre à des baisses d'oxygène. Alors, ça veut dire chaque cellule et tissu. Alors, on va voir qu'il y a 2 protéines. Il y a alpha et le bêta. Pourquoi c'est important que je vous mentionne cela? Parce que le bêta est toujours là. C'est dans toutes les cellules. Mais c'est important de se retenir, c'est l'alpha. Et l'alpha, il n'est pas là lorsqu'il y a de l'oxygène. Parce que quand il y a de l'oxygène, on ne le voit pas. Mais lorsque vous voyez une baisse d'oxygène, vous allez le voir. Et justement, il va être très actif. Et c'est pour ça que les alpha et les bêta sont importants. Alors, vous allez voir qu'ils vont commencer à s'activer. C'est à peu près 3 %. Alors, vous allez voir qu'ils commencent à s'activer. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont plusieurs fonctionnalités. Vous allez voir, par exemple, tout d'un coup, tous les symptômes que vous voyez dans les personnes atteintes d'anémie. Alors, par exemple, vous avez les gènes. Il fallait répondre à une situation qui est le fait que vous avez un manque d'oxygène. Alors, ils vont être en train de vous dire, nous avons besoin d'oxygène. Alors, vous pouvez faire à travers l'hypo. Vous pouvez aussi faire une croissance vasculaire pour assurer un apport d'oxygène. Il y a certains gènes qui vont faire ça pour vous. Et c'est d'accroître la réponse cardiovasculaire. Alors, le rythme cardiaque va augmenter le flux sanguin. Mais il faut vraiment que votre cœur commence
passer plus rapidement. Puis le dernier point, c'est la respiration cellulaire parce que c'est très important pour les cellules à respirer correctement. Parce que si on force ces cellules à utiliser l'oxygène de bonne manière, ça, c'est tout. On est en train d'adapter les cellules pour qu'ils puissent survivre. Dans des situations où l'oxygène est en train d'échanger, on le fait avec l'époxy. Et ça m'amène ici à cette protéine. Alors maintenant, on passe l'hypo, puis par les facteurs qui activent les IF, etc. Alors, vous voyez ici que cet élément est responsable pour modifier les rôles des protéines. Ils peuvent les activer, désactiver ou ils peuvent les détruire. Et qu'est-ce qu'il fait ici? C'est un destructeur. Son travail, c'est modifier la protéine. Alors, c'est envoyé à la poubelle et détruite. Lorsqu'il y a de l'oxygène, alors l'oxygène est présent, alors il est détruit. Alors, c'est une bonne chose. Parce qu'on ne veut pas on n'a pas besoin qu'ils répondent à toutes ces situations. Cependant, je vais vous offrir un petit peu plus de détails ici parce que c'est un élément clé à retenir. Alors, vous voyez ce cas, on voit ici le HIF. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça va oxyder la protéine. Ça modifie la protéine et ça génère cette réaction. Alors, je veux juste vous dire que l'oxygène, c'est très réactif. Alors, je suis certain que vous avez entendu des différentes réactions. Alors, c'est très important de pouvoir le gérer. Alors, vous allez diviser les molécules. Alors, vous allez utiliser une molécule pour la réaction et l'autre pour l'autre élément. Lorsque vous enlevez l'oxygène, celui-là ne travaille plus parce qu'il n'est pas capable de générer la réaction qu'on cherche. Ça ne va pas fonctionner. Alors, ça ne fonctionne plus. Alors, le HIF, qui est assez important pour l'hypo, c'est stabilisé, ça fonctionne. OK, il peut sortir à faire son travail, il fait son affaire, il active les gènes, il active le hypo, mais il active aussi d'autres gènes. Et qu'est-ce qui est très important ici, ou qu'est-ce qui est intéressant de l'HIF ou l'anémie, ou tous les gènes qui sont importants pour la transformation du fer, alors ça prend le fer de votre alimentation pour l'apporter à vos cellules pour pouvoir transporter l'oxygène et de trouver l'oxygène et d'utiliser l'oxygène. Alors, le HIF, sa fonctionnalité, sa besoin de fer, parce que elle ne reçoit pas de fer, elle ne va pas fonctionner. Alors, si j'enlève le fer, cet élément ne va pas fonctionner. Alors, vous allez forcer la production ou la stabilisation et l'activation des gènes que vous avez besoin pour obtenir plus de fer. Comme ça, vous pouvez forcer ou cette protéine à fonctionner. Comme j'ai mentionné, le HIF et l'hypo, c'est tout coordonné. C'est toute une action coordonnée. Alors, une fois que le HIF est activé, oui, vous avez la réponse hypo. Et si vous n'avez pas activé le récepteur d'hypo, vous allez avoir cette réponse pour pouvoir produire l'oxygène. Et par la suite, vous allez avoir la hausse de fer dans le transfert, dans différents transporteurs qui sont essentiels pour faire circuler le fer et pour pouvoir s'assurer que le fer s'en va où il est nécessaire. Alors, ça nous amène à cette diapo. OK, il n'y a aucune thérapie présentement. Alors, j'espère que la 2021, que le Canada va accepter la proposition de quelques entreprises concernant ces composantes. Et ces composantes, c'est des inhibiteurs, pardon. Alors, si je bloque cette enzyme, ça veut dire
je vais avoir plus d'éco-production et je vais avoir un meilleur emploi du fer. Ça, c'est l'objectif. Alors, ça fait longtemps que ces composants sont présents. Alors, on l'espère. Et c'est déjà en train d'être fait en Europe, en Chine, pour pouvoir traiter les patients atteints des troubles rénaux. Mais on peut en rentrer trop de détails. Mais je crois que le récepteur le plus important pour l'emploi au Canada, ça c'est le nom qu'on le connaît. Alors, tous ces composants ici ont passé à travers la troisième phase clinique, que ce soit en dialyse ou non. Ils sont disponibles au Japon, en Chine et en Europe. Alors, comment ça fonctionne? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais essentiellement, ça imite, ça reproduit les propriétés qu'on a besoin. Et comme je l'ai mentionné, voici les oxygènes qui est très instable. Alors, vous avez besoin d'utiliser pour la réaction et l'autre, vous avez besoin de faire quelque chose avec. Et c'est justement ce que vous avez besoin de faire. Vous allez ajouter l'oxygène ici pour stabiliser la réaction. Parce que sinon, la composante ne peut pas fonctionner correctement. Alors, ils ont pris cette molécule et lorsque cette molécule est injectée dans ou avec cette molécule, ça bloque la composante. Alors, justement, ça ne fonctionne plus avec le HIF. Alors, vous êtes en train certainement de vous poser de comment je peux m'assurer que mes reins sont en train de produire l'hypo. Mais le fait qu'ils ne peuvent pas le faire, ce n'est pas le fait qu'ils ne sont pas capables de le produire, l'hypo, c'est ils savent pas comment parce qu'ils ne sont pas capables de détecter leur oxygène. Alors, à cause de ça, ils ne sont pas capables de répondre. Et qu'est-ce qui est intéressant de ces inhibiteurs, c'est justement de pouvoir travailler au sein des reins qui ne sont pas en train de générer le HIF et de s'assurer que les cellules vont être capables de produire le hypo. Alors, il y a clairement des avantages et des désavantages. Alors, c'est une composante, c'est une comprimée. Alors, ce n'est pas injectable parce que mais le fait quand vous êtes en train d'injecter, vous avez quelqu'un qui va le faire pour vous. Mais si vous êtes trop malade, par exemple, pour prendre vos médicaments, vous allez avoir des problèmes de pouvoir maintenir vos taux d'hypo et de vos cellules rouges. Alors, c'est toujours important avec les patients atteints de IRC parce qu'ils ont des problèmes avec leurs reins, parce qu'on n'est pas capable d'assurer le bon dosage parce que les reins sont essentiels pour la transformation et l'élimination. Alors, il va y avoir plusieurs enjeux. Et tout cela, il y a des effets hors cible potentiellement néfastes. Alors, ça fait longtemps que je suis dans le secteur. Alors, je crois que ce serait impossible d'utiliser dans une clinique, mais les effets hors cible ne sont pas aussi pires qu'on pensait. Si on pourrait le comparer à l'hypo, ce n'est pas pire que l'hypo. Dans certains cas, c'est encore mieux. C'est plus bénéfique, justement, pour les patients. Alors, aussi, j'aimerais dire que c'est plus facile à appliquer. L'hypo, par exemple, c'est une hormone. Alors, lorsque vous injectez une hormone, ça adhère à un récepteur. Alors, c'est des situations de tolérance, mais ce médicament ne fait pas ça parce que, justement, c'est en train de bloquer un enzyme et non un récepteur. Alors, vous pouvez justement avoir une coordination d'érythropoïèse. Alors, vous pouvez accroître la qualité de vie
parce que le HIF fait plusieurs avantages. Alors, justement, ces cellules sont mieux adaptées pour répondre à des situations où vous êtes en train de subir un niveau de stress à cause de l'oxygène ou d'autres situations. Alors, des études qui démontrent que l'HIF, qui peut protéger le cœur et les reins, le rein, ça peut baisser ou diminuer différents éléments. Alors, ça, c'est des bons points. Alors, vous avez une partie de guérison. Alors, il y avait une guérison et l'hypoxie, ils essayent d'éviter cela. Alors, si vous êtes capable de moduler cette réponse et permettre les cellules à s'adapter, vous allez avoir une meilleure guérison. Et justement, c'est quelque chose qu'on sait que les gens qui sont atteints de diabète, ils vont avoir des différentes réactions. Alors, on est arrivé à la période des questions. Alors, si vous avez des questions concernant ce qu'on fait dans le laboratoire, je serais ravie de répondre à vos questions. Mais sinon, je vais céder la parole à Dan. Alors, merci beaucoup à nos conférenciers aujourd'hui. Vous avez vraiment apporté des éléments clés, intéressants. Un gros merci pour avoir partagé votre histoire. Et Dan a vraiment signalé la raison pour laquelle c'est important. Et c'est pour la raison pour laquelle on organise ces sessions. Alors, on apprécie le fait que vous avez partagé cette information. Alors, maintenant, on va passer à la période de questions-réponses. Alors, on vous invite à utiliser la fonctionnalité de Q&A, questions-réponses, qui se trouve dans la barre inférieure de Zoom. On vous invite à ne pas utiliser la boîte à clavardage parce qu'on va être en train de surveiller la boîte de questions et réponses. Et si on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec vos questions. Et juste un petit rappel qu'on n'est pas capable de vous offrir du conseil spécifique. Alors, désolé d'avoir interrompu. Alors, je voulais juste simplement dire que c'est une présentation très intéressante. Pas certaine d'avoir compris tout, mais ça se peut qu'on va avoir une discussion plus tard. Mais effectivement, il y a des éléments fascinants qui sont en train de se développer. Par exemple, les pastilles comprimées, ce serait beaucoup plus facile ou de recevoir des injections. C'est pas très bien accueilli. C'est pas très majeur, mais ça peut se présenter en tant que barrière. Alors, il y a une question. Je vois qu'il y a une question. Puis, on voit ici dans la boîte de clavardage, alors dans le foie, lorsqu'on vieillit, on perd les foies, mais on gagne le rein. Alors, dans l'embryo, qu'on est capable de forcer la production, la livraison des peaux. Alors, les cellules qui sont capables de produire les peaux vont être capables de le faire de même lorsqu'ils sont traités. Alors, ce qui est intéressant, justement, que ces composants doivent être transformés et que les reins, c'est l'outil et l'autre, les moteurs, c'est vraiment les reins et le foie. Alors, c'est intéressant, justement, que les cellules vont avoir beaucoup de composants puis vont réagir. Et les gènes sont réglementés par le HIF. Et pour rebondir sur ce point-là, alors le rein produit 90 des possibles, mais lorsqu'on commence ces nouveaux parcours avec ces nouvelles composantes, on va apprendre justement à quel point, que les organes vont commencer à modérer. Et comme Richard a mentionné, on sait qu'il y a différents traitements qui sont disponibles dans certains pays et on espère en tirer les leçons dans des situations de clinique. Alors, merci beaucoup.
Alors, il y a plusieurs questions qui sont en train d'être posées. Mais je vais envoyer une question qui a été posée concernant les suivants. Concernant la fatigue. Alors, comment gérez-vous la fatigue? Alors, je crois que j'en ai parlé un petit peu justement en train de décortiquer mes différentes activités, d'inclure plus de pauses, m'assurer que j'ai beaucoup de pauses. Alors, par exemple, si j'ai une mauvaise soirée, des fois, je vais prendre un comprimé pour m'aider avec mon sommeil. Surtout, je suis en train de voyager à l'extérieur. Alors, ce somnifère va m'aider, mais j'essaie justement de faire un petit peu plus d'exercice. Je ne sais pas si ça améliore mon anémie, mais je crois justement que ça aide avec mon endurance parce que je suis capable d'endurer plus lorsque j'inclus de l'exercice dans ma vie. Je ne prends pas du gros exercice. Alors, par exemple, j'aime, par exemple, des jeux, oui, pas des jeux assises, mais vraiment où les jeux plus physiques ou prendre une marche simplement. Ça, c'est le type d'exercice que je pense. C'est un bon point, justement. Alors, j'ai parlé que les reins sont importants pour vos oxygènes parce que justement, vos muscles, justement, consomment beaucoup d'oxygène. Votre corps va réagir à cela. C'est justement important de pouvoir maintenir le niveau d'exercice que vous pouvez faire pour pouvoir maintenir la manière dont votre corps est en train de réagir. Alors, ça, c'est un point important. Et justement, cet exercice aide avec l'anémie. Et lorsqu'on parle justement de la fatigue et de faire l'exercice et de tomber dans, de faire l'exercice, de se fatiguer encore plus, et c'est un cercle vicieux. Alors, si vous êtes en bonne forme, faisez 50 de ce que vous serez capable de faire. Et juste par la suite, voir comment vous allez pour pas par la suite payer pour cet effort dans les prochains jours. Alors, par exemple, vous ne commencez pas à courir une course de 5 km parce que commencez avec un 50 de votre maximum. Désolée, Lydia. Alors, des fois, je commence avec même un petit 5 minutes parce que je ne me sens pas en bonne forme. Alors, je vois qu'il y a une question concernant les suppléments de fer et que les niveaux plafonnent. Mais c'est un scénario assez spécifique. Mais le ferritin, c'est un marqueur qu'on utilise pour l'anémie, mais c'est aussi un marqueur inflammatoire. Alors, on voit cette hausse lorsque nos corps sont enflammés, alors ça se peut que nos corps peuvent être en train d'être enflammés. Il faut juste prendre ça en considérer. Alors l'inflammation, ça se peut qu'on va pouvoir accueillir des taux de ferratine plus élevés, mais il faut trouver cet équilibre d'avoir les stockages de fer nécessaires. Alors, vous avez besoin du fer pour l'érythropoïétine. Alors, c'est vraiment toujours une question de trouver cet équilibre. Alors, on examine toujours cela. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question pratique qui vient juste d'être posée. Alors, comment amener de l'épo lorsque vous êtes en train de déplacer ou vous êtes en déplacement pendant plus de 5 ans? Je vais permettre à Teresa de répondre à cette question. Alors, par exemple, moi, qu'est-ce que je ferais, c'est de le mettre dans une petite box cooler. Dans une glacière, par exemple, les gens qui peuvent acheter au Dollarama, et juste de s'assurer que c'est en bonne condition. Alors, on ne veut pas congeler. On veut que ce soit une bonne température réfrigérée à 8 degrés. Alors, il faut faire de votre mieux pour le maintenir à cette température. Alors, il y a une tolérance de 24 heures, disons, mais
ça ne devrait pas vraiment votre manière de procéder et puis sortir dans le dessert. Alors, c'est juste de s'assurer que vous prenez votre EcoPack avec vous. Et si vous êtes en train de voyager, amenez avec vous dans une petite glacière, dans vos valises, etc., dans un conteneur qui va leur permettre de maintenir la température. Alors, par exemple, si vous voyagez, ça fait longtemps que je ne prends pas d'avion, mais ce serait une manière de déplacer, d'assurer de vous amener l'EcoPack. Alors, je pense que vous n'êtes pas le seul dans que vous voyagez pas présentement en avion. Alors, il y avait une question, qu'est-ce que les suppléments de fer, est-ce que ça peut nous aider? Lorsqu'on commence à utiliser l'herpotosine et les herbopotine, alors justement, il y a une hausse ou une demande dans les globules rouges. Alors, la moelle osseuse est en train de devoir générer ça. Justement, ces hausses de demande, ça prend tout le fer qui est disponible pour les taux de fer. Alors, lorsqu'on pense ou lorsqu'on va administrer du fer pour ceux qui sont des diabètes, par exemple, c'est la base de référence d'insuline. Alors, par exemple, dans les moments de besoin, vous avez le CAPI. Alors, ça peut être utilisé pour générer l'hémoglobine. Alors, consommer des suppléments de fer, c'est vraiment une stratégie qu'on emploie, même si vos niveaux sont adéquats. Merci beaucoup. Alors, il y a deux questions. Alors, ça, c'est quelque chose que vous venez de mentionner, Teresa. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement d'utiliser des poils en fonte? Ça, c'était quelque chose qui m'a aidé. Je trouvais ça difficile avec l'alimentation, comme Dan a mentionné. La plupart des aliments sont dans des différents minéraux. Alors, je pouvais. Et justement, la consommation de l'aliments fort en fer dans une poêle en fonte, ça m'a aidé. Alors, en tant que pharmacien, je ne peux pas vous indiquer exactement le dosage que votre poêle en fonte va vous offrir, mais ça, c'est juste. C'est vraiment la mise en garde. Alors, lorsque vous êtes en train d'appliquer les différentes huiles, parce que vous êtes en train de protéger la poêle, mais il y a un transfert qui se fait et je ne sais pas exactement c'est quoi la dose, mais je suis contente de savoir que Teresa l'a mentionné. Alors, il faut vraiment faut consulter un professionnel de santé. Il y a des diététiciens agréés qui va pouvoir vous aider. Parlez-en avec eux. Alors, posez-leur des questions. Et pour pouvoir gérer votre niveau de potassium. Alors, on vous invite à contacter les groupes diététiciens pour pouvoir vous aider. Mais malheureusement, il n'y a personne ici sur l'appel pour nous aider. And that was it for the formal questions. I think we Alors, ça, c'est les questions formelles. Alors, je crois qu'il y a des questions. Quand ces médicaments seraient disponibles au Canada, est-ce que vous en parlez? Non, j'ai déjà répondu dans la question-réponse. Je crois que ça va être examiné par le panel de Santé Canada au mois de décembre. Ça fait longtemps que c'est là. Il y a eu des petits problèmes. Le FDA, alors le FDA leur demandé de faire des travaux additionnels. Alors, ça devrait être au mois de décembre. Alors, c'est qu'est-ce qu'ils attendent présentement? Alors, qu'est-ce que j'ai entendu? Je ne sais pas si Dan, vous avez une autre perspective, mais je crois que c'est au mois de décembre. Alors, ça, c'est une manière d'obtenir
l'approbation, mais par la suite, chaque province et après les assureurs privés vont devoir faire leur propre examination ou examen, pardon. Alors, je crois que peut-être on va avoir une disponibilité en 2022. On ne connaît pas ni la tarification non plus, mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va les incorporer dans les soins qui veulent être admissibles. Alors, il y a beaucoup de travail à faire encore, mais je crois que tout le monde croit qu'on va les employer prochainement et on va les utiliser d'une manière ou d'une autre, mais on ne sait pas encore. Alors, il faut juste... J'ai vu une question ou un commentaire. Je n'aime pas le niveau qui est un petit peu sont très bas. Et alors, c'est difficile de pouvoir gérer l'anémie parce qu'on regarde différents essais qui ont été menés ou pour savoir comment un médicament fonctionne. Il faut s'assurer qu'on a un algorithme qui est éclairé, puis on regarde justement des patients dans les 20 points. Mais alors, il y en a d'autres qui sont à 120, entre d'autres, mais 112, c'est justement le chiffre qu'on veut commencer à baisser parce que justement, de l'incidence que les hormones pourraient avoir. Et comme Teresa a mentionné, les hémoglobines sont sous 100, on va commencer, on va commencer à les sentir, mais il y en a d'autres peut-être qui ne vont pas le ressentir. Alors, c'est un protocole assez personnalisé. Alors, on essaie de faire de notre bien, puis justement, de la discussion autour qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Vous allez parler-en avec vos médecins, parlez-en avec votre mère médecin pour voir qu'est-ce que vous pouvez voir, comment vous pouvez employer, le faire. Mais comme la plupart des choses, on essaie de traiter 90% des gens avec un protocole intéressant. Je ne sais pas si vous aimeriez rebondir sur mon commentaire. Non, vous êtes en sourdine. Ah, désolé. Je crois que vous avez bien exprimé cela. C'est toujours important de parler avec votre spécialiste. En tant que militant pendant mon parcours avec cette maladie, alors j'ai milité auprès de d'autres individus lorsque ça fonctionnait pour moi. Et je crois que c'est quelque chose qui est applicable à tous et toutes. Alors, avant de croire cette session, j'aimerais juste sur le fait que, Teresa, le travail que vous avez fait pour militer, votre courage d'être capable de surpasser les défis auxquels vous avez fait face. Et j'ai une des citations que je l'ai notée ici. Votre histoire m'a vraiment touchée. La vie est très précieuse pour ne pas pouvoir la profiter. Et ça, je trouve ça, c'est un slogan impressionnant de la part de la Fondation du Rhin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Alors, n'hésitez pas de vous mettre en contact avec nous en nous envoyant un courriel. Vous pouvez aussi différents succursales qui existent partout au pays. Alors, pour pouvoir et de cette manière, on est capable d'offrir des soutiens et n'hésitez pas à vous mettre en contact avec nous si vous aimeriez vous discuter d'un sujet en particulier ou si vous voulez plus d'informations ou de communication. Alors, merci beaucoup à tous. Merci d'être ici, assister à ce webinaire, comprendre et gérer l'anémie et la IRC. Alors,